Voilà, très bien. Je pense qu'on est complet. Donc, monsieur l'ambassadeur d'Estonie, cher Claude Cool, monsieur le sénateur, cher monsieur Jean Ingray, qui s'est annoncé aussi, madame la vice-présidente, chère Lila Merabet, monsieur le vice-président Jean-Luc, qui est là avec nous ce soir aussi, madame Annette Nouma, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom, experte auprès du gouvernement estonien sur les questions du numérique. Bonsoir à Tallinn, vous parlez avec nous depuis la capitale estonienne. Et cher Amar Alkassar, plénipotentiaire à l'innovation et à la stratégie de la SAR, qui est avec nous depuis Saarbrück. Tous les autres sont à Strasbourg, à Paris. Donc, on est ensemble ce soir depuis quelques différents lieux en Europe. Grand merci à vous tous de votre présence en ligne, comme c'est une manifestation commune du Land de Sarre à Paris en partenariat avec la région Grand Est. Je vous dis la bienvenue ensemble avec Madame la vice-présidente Merabet et avec Monsieur le vice-président Jean-Luc Paul. Monsieur l'ambassadeur, cher Monsieur Cool, c'est un grand honneur pour nous tous de vous accueillir maintenant pour la deuxième fois déjà dans notre bureau commun à Paris. Nous avons fait connaissance lors de la cérémonie des vœux de l'année 2020. Je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir. Et merci aussi de nous faire partager l'excellence de votre pays dans le domaine du numérique et plus précisément de nous expliquer comment elle vous a aidé en cette période de pandémie que nous traversons tous ensemble. L'Estonie, nous le savons tous, est en Europe, mais aussi sur le plan mondial, une sorte de modèle de la digitalisation de l'administration d'un État. J'avais, comme probablement tous parmi nous, le plaisir déjà de visiter votre beau pays et le progrès que vous avez fait quant au rôle du numérique dans la gestion de votre pays. C'est fascinant. Et donc, merci de partager avec nous ce soir les expériences que vous avez faites déjà. Madame Nouma, mille merci aussi pour votre présence par avance de votre présentation experte. Nous allons, je vous préviens d'emblée, vous piquer des idées pour les appliquer chez nous. Donc, merci pour les partager avec nous. La SAR, elle aussi, vous le savez, a une stratégie audacieuse quant au rôle du numérique pour la gestion de notre langue, que mon collègue Amar Alkassar présentera dans quelques instants. C'est ce soir la première, je dirais, causerie sarroise en ligne qui remplace l'événement que nous avons appelé dans le passé l'apéro sarrois, l'apéritif sarrois à Paris pendant cette crise de la pandémie, parce que, vous le savez, c'est assez simple, et nous le faisons tous depuis des mois, de dématérialiser un débat, mais ce n'était pas encore possible de dématérialiser un verre de vin, malheureusement. Donc, en quelque sorte, un apéro sarrois sans apéritif. Merci de votre compréhension et merci de votre indulgence. Si tout, peut-être, n'est pas parfait sur le plan technique, mais j'ai l'impression que ça marche assez bien. Nous avons prévu une traduction simultanée en allemand et en français que vous devez choisir en cliquant sur l'icône traduction là en bas. Le monsieur de la technique vient de l'expliquer. Et nos intervenants s'expriment ce soir depuis, je l'avais dit, Tallinn, Paris, Strasbourg et Saarbrück. Et la modération et la régie est à Saarbrück et en Sarre. Madame la vice-présidente, chère Madame Merabet, c'est un plaisir de co-organiser comme on est habitué avec vous cette conférence. Le Grand Est et la Moselle, bien sûr aussi, sont nos partenaires français les plus précieux. La confiance entre nos équipes est sans doute le plus fort témoignage de cette coopération transfrontalière que nous avons depuis des années dans notre région frontalière. Vous savez,
ça ici, cet espace dans lequel nous rencontrons ce soir d'une façon digitale, c'est le bureau de Paris, c'est le premier bureau commun entre une région française, qui est le Grand Est, et un Bundesland allemand, ici à Paris. C'est le modèle de Bruxelles que nous y vivons depuis, d'une façon quotidienne depuis 2015 déjà, et c'est depuis cette année que nous avons aussi un bureau de la région Grand Est dans notre maison de la Sarre à Berlin. Cela montre à quel point la coopération transfrontalière est une réalité dans notre quotidien. Et cela, je veux le dire ce soir parce qu'on est quand même encore dans cette pandémie que nous vivons tous ensemble. Cela nous a beaucoup aidé à trouver les bonnes réponses communes à cette pandémie. Et c'est aussi grâce à cette confiance qu'après le choc, je dirais, le choc du printemps de cette pandémie qui nous a tous surpris, la solidarité franco-allemande transfrontalière, mutuelle, était tout de suite au rendez-vous. Aujourd'hui, pendant cette deuxième phase, dans notre région frontalière, bien sûr aussi grâce aux outils numériques comme ce soir, nous agissons ensemble d'une façon coordonnée, nous échangeons chaque jour les informations nécessaires sur le développement de la pandémie chez nos voisins, dans nos régions respectives. Nous sommes capables à faire du contact tracing transfrontalier. Nos polices travaillent ensemble avec des patrouilles, par exemple, des patrouilles franco-allemandes dans nos centres-villes pour faire appliquer les mesures nécessaires de la lutte contre le Covid. Nous organisons ensemble, d'une façon coordonnée, le transfert de patients dans le champ du nécessaire et du possible. Ce bureau commun, n'est donc pas seulement un lieu de travail ou un lieu d'événement comme ce soir, mais tout un symbole de notre coopération et de notre amitié entre nos deux régions. Alors, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Je vais maintenant céder la parole à mon collègue Amara Kassa pour entrer dans le vif du sujet et après à Madame la vice-présidente Merabé. Bienvenue encore une fois à vous tous. Cher Amara, the floor is yours. Ja, vielen lieben Dank für die freundliche merci beaucoup pour ces mots très gentils, cher Roland, monsieur le plénipotentiaire, madame la vice-présidente, madame Virabé, monsieur l'ambassadeur, madame Nouma. Je vous remercie de m'avoir invité à participer à cette manifestation que j'ai acceptée avec plaisir parce que on va présenter des exemples de meilleures pratiques. Et cette manifestation reflète ce que nous espérons voir dans l'Europe. Donc, si quelqu'un fait quelque chose, les autres régions peuvent s'en inspirer. C'est ce que nous faisons dans notre quotidien ici dans la grande région. Et c'est d'autant plus joli de voir que des bonnes choses qui sont mises en œuvre, même en Estonie, peuvent être faites chez nous. Une autre chose positive dans un contexte négatif, c'est que le COVID-19 a fait d'une conférence comme si quelque chose qui est quelque chose de quotidien. Donc, on fait des conférences en ligne, on a même des apéros en ligne à l'heure actuelle et cela nous rend capables de coopérer de manière beaucoup plus intense. Donc, dans le format habituel, chacun parmi vous aurait dû passer une journée donc entière à Paris et maintenant on peut faire cette manifestation dans 1 heure et demie. Donc, je vais citer quelques exemples de notre stratégie
numérisation. Mais ce qui est maintenant beaucoup plus important pour moi, c'est de souligner que l'Estonie est vraiment un modèle en ce qui concerne la numérisation. Nous souhaitons nous inspirer de ce que l'Estonie fait, parce que l'Estonie a déjà, depuis il y a des années, lancé des choses qui sont nécessaires afin de réaliser ce qu'est une administration digitale facilement à atteindre pour les citoyens. C'est pourquoi j'attends avec impatience à la présentation de Madame Nouma parce que j'aimerais voir quelles sont les choses dont vous disposez à l'heure actuelle et que on peut peut-être encore améliorer. En ce qui concerne notre stratégie, la stratégie du Long-SAR, donc elle fait partie de la stratégie globale SAR 2020-2030, dans le cadre de laquelle on souhaite trouver des réponses par rapport aux changements nécessaires dans la région. Et nous voulons devenir un point principal de l'intelligence artificielle et des cybertechnologies parce que nous sommes convaincus que ce sont les technologies les plus importantes de l'avenir. Et nous avons l'idée de ne pas le faire seul. Nous ne voulons pas appliquer ces technologies seulement en Allemagne. Nous voulons être le cœur de l'Europe en ce qui concerne cela. Et nous voulons faire cela parce que nous avons les mêmes priorités, par exemple en Grand Est, grâce à l'INRIA, et nous avons, grâce à cela, la possibilité de devenir un modèle donc pour d'autres régions en Europe et pour défendre donc comme ça la compétitivité de l'Europe dans le monde par rapport à d'autres pays comme par exemple la Chine ou les États-Unis. Et ceci est quelque chose que nous avons lancé ces dernières années, conjointement avec nos amis français dans la région Grand Est, mais aussi dans d'autres régions en France, Île-de-France par exemple. Et nous voulons faire cela aussi en renforçant en même temps le domaine des startups. Là, nous avons beaucoup de potentiel que nous pouvons utiliser ensemble. Donc, en ce qui concerne la numérisation, qu'est-ce que nous faisons de manière concrète? Donc, deux mots-clés. Donc, d'un côté, nous appliquons une stratégie de plateforme, donc des plateformes comme Google, Amazon, par exemple. Nous mettons en œuvre cette stratégie de manière conséquente. Nous sommes un modèle en ce qui concerne ce que nous appelons le e-government en Allemagne et nous nous sommes capables de remplir donc les lacunes entre les techniciens et les experts des autres domaines. Donc, souvent, on s'est posé la question donc, de quoi est-ce que nous avons besoin pour lancer certains processus. Nous avons décidé d'utiliser une plateforme dans le cadre de laquelle les processus sont directement, immédiatement transformés dans des solutions technologiques. Et comme ça, nous remplissons des lacunes dans plusieurs domaines. Et en faisant cela, nous sommes aussi un modèle et nous faisons cela non seulement pour le gouvernement du Land, mais aussi pour nos communes dans tous les domaines. Qu'est-ce que nous faisons aussi? Nous mettons cette idée aussi également en œuvre dans la politique. Donc, par exemple, avec une législation sur la numérisation que j'ai lancée conjointement avec mon collègue Roland Thijs pour savoir comment on peut faire en sorte que des lois soient plus claires. Nous avons regardé les lois et nous avons remarqué qu'on peut remplacer à certains endroits des documents en papier donc par des documents numériques. Et deux autres choses qui sont peut-être très intéressantes, nous avons aussi d'autres idées pour faire participer le monde économique. Nous avons par exemple, donc en ce qui concerne la lutte contre la pandémie de COVID-19, utilisé des idées de la société civile. Donc un exemple, c'est que
Ici, en SAR, au ministère de Santé, nous avons montré que ce sont non seulement les grandes entreprises qui trouvent des solutions pour les grands problèmes, mais aussi des petites équipes qui coopèrent bien. Et le deuxième point, et ça c'est un point où nous nous sommes inspirés de l'Estonie. Donc une des choses que j'ai trouvé fascinante, c'était le e-gouvernement estonien et le pragmatisme et la capacité de trouver des solutions intelligentes pour les problèmes difficiles. Donc, je vous donne un exemple. Nous avons beaucoup de discussions en ce qui concerne la protection de données. Et ceci empêche souvent l'accès libre à des données qui est de temps en temps nécessaire pour pleinement profiter de l'intelligence artificielle, par exemple. Et une solution mise en œuvre par l'Estonie est de régler l'accès à des données personnelles, mais en rendant le processus complètement transparent pour que toute personne concernée puisse à chaque moment savoir si un accès qui n'est peut-être pas légal a eu lieu. Et nous voulons en même temps, nous voulons faire cela aussi. Nous souhaitons créer des espaces libres pour permettre l'existence d'innovation. Et si nous avons remarqué que cela se passe bien, nous allons bien sûr le gérer de façon à ce que les intérêts de tout le monde soient préservés. Donc, Roland, c'était quelques mots-clés par rapport à ce que nous faisons et j'attends avec impatience ce qui sera présenté par les collègues maintenant. Oui, merci Amar, merci beaucoup pour tes mots d'introduction. Chers collègues, vous avez peut-être remarqué que Amar Akassa était entrepreneur avant de commencer à travailler dans la politique et il a donc une façon spécifique de travailler et la SAR en profite pleinement. On a par exemple annoncé la création d'un site d'un producteur chinois dont la région de Saarbrück à Uberhern et l'entreprise qui a pris cette décision de s'installer dans la région de Saarbrück a recherché la proximité à la France et aussi aux grandes entreprises de production d'automobiles avec lesquelles nous formons un cluster très important. C'est donc à vous, vous êtes vice-présidente compétitivité, innovation et digitale chez la région Grand Est, donc la responsable dans notre région partenaire, dans notre région voisine. Je suis ravi de vous avoir avec nous ce soir. Merci de votre présence. Je vous passe la parole tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs d'avoir bien voulu tenir ce moment. Je pense que c'est extrêmement important de poursuivre nos actions communes. Tout d'abord, vous avez été nombreux à en parler, mais également d'engager le dialogue avec nos voisins européens de l'Estonie qui font effectivement depuis un certain nombre d'années une démonstration remarquable de l'agilité qui est la leur et de leur avance, parce qu'on ne peut pas dire autre chose que cela, de l'avance très claire qui est la leur, et sans doute d'ouvrir un chemin pour les autres nations européennes sur leur stratégie digitale et notamment sur la e-citoyenneté. Pour ma part, au-delà de ces salutations, je voulais effectivement saluer la qualité de la coopération, mais habituelle en réalité, entre la région Grand Est et les lenders voisins, et particulièrement la SAR. Il est vrai que cette coopération est une coopération liée à notre proximité géographique, qu'elle l'est désormais de plus en plus parce que nous avons également une proximité culturelle. Moi, je vis à Strasbourg, je suis en Alsace, et effectivement, lorsque nous nous rendons dans un des lenders allemands, nous sommes effectivement chez nos voisins et amis, et depuis fort longtemps désormais. Cela facilite effectivement notre capacité à nous parler de sujets faciles, de sujets complexes,
mais aussi à nous parler de sujets de désaccord. Et je crois que ça, c'est aussi la force et la maturité de notre relation. Sur un certain nombre de sujets, la démonstration en a été faite. Je vous parlais assez rapidement du digital, mais il est vrai que nous avons eu un appui de fraternité et de solidarité de par l'angle de la SAR lors du premier confinement et lors du deuxième, avec des transferts de malades, ce qui n'avait jamais été fait, qu'on ne savait pas faire entre régions françaises et qu'on a appris à faire très très vite entre régions frontalières. Et je crois que ceci a conforté encore plus fort, j'allais dire, nos liens. Et notre président Jean Rotner est allé effectivement à Berlin, a invité l'ensemble des partenaires pour les remercier de cela. Et vraiment, ça compte pour nous. Donc, encore une fois, je vous témoigne vraiment toutes de nos chaleureux remerciements. Au-delà de ce point-là, mais qui est aussi une démonstration de ce que lorsqu'on se connaît, on travaille mieux ensemble, nous avons depuis un certain nombre d'années des coopérations sur des sujets qui nous concernent, qui sont ceux de la formation et donc de l'éducation de nos jeunes sur un certain nombre de métiers. Nous sommes des régions industrielles d'un côté et de l'autre. Nous avons l'habitude que nos collaborateurs franchissent la frontière d'un côté ou de l'autre, même si je pense que nos amis allemands rencontrent beaucoup plus souvent des travailleurs français, mais nous avons, nous, du côté de la France, beaucoup de filiales allemandes qui sont installées et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous accompagnons leur développement, leur compétitivité, leurs marques et leurs investissements. Donc, nous avons des habitudes de collaboration, notamment sur l'apprentissage. Nous savons faire de l'apprentissage transfrontalier avec des jeunes qui ont une entreprise d'un côté de la frontière et leur centre de formation de l'autre côté de la frontière depuis un certain nombre d'années, par exemple. Autre sujet très important pour nous, c'est celle de la mobilité, puisque vous savez que nos trains circulent depuis un certain nombre d'années. Désormais, ils peuvent aller de Munich à Paris en s'arrêtant à Strasbourg, mais nous savons aussi traverser le Rhin avec des trains du quotidien. Et nous devrions renforcer encore quelques lignes, notamment celles qui concernent plus le Bade-Wurtemberg que la Sarre, mais nous avons pour objectif d'améliorer aussi nos lignes ferroviaires entre la Moselle, effectivement, et la Sarre. Autre point, effectivement, d'intérêt pour nous, qui est celui du digital. C'est un point majeur pour ce qui concerne la région Grand Est. Nous avons démarré il y a à peu près je dirais maintenant 8-9 ans, la première mission du digital qui était de créer les infrastructures. Nous sommes une région qui est très hétérogène, la région Grand Est, c'est 45% des frontières nationales. Il y a des régions très très denses et des régions très très rurales. C'est 2 fois la taille de la Belgique, donc c'est quand même un territoire très important, c'est 5,7 millions d'habitants. Et donc pour pouvoir avoir une stratégie digitale, il nous faut des infrastructures digitale. Et donc, la région a engagé d'elle-même le choix de porter les infrastructures. Et donc, nous avons aujourd'hui le déploiement du très haut débit à l'échelle du Grand Est. Nous avons fini l'Alsace pour 80% du territoire et le déploiement du reste du Grand Est sera terminé a priori courant 2021. Ce n'est pas rien, on a souhaité passer tout de suite au très haut débit. Donc, ce déploiement s'organise aujourd'hui. Nous sommes la seule région française à l'avoir engagé, puisque le très haut débit se déploie très bien dans les grandes villes, il se déploie moins bien dans les villes moyennes et encore moins en territoire rural. Et pour nous, tous nos concitoyens doivent pouvoir accéder à la même qualité de service. Une fois que l'on a les infrastructures, effectivement, nous pouvons développer le reste. Et nous avons choisi d'avoir plusieurs stratégies. Alors évidemment, nous avons une stratégie autour du numérique très fort et nous avons une stratégie qui est autour des métiers, de la transformation des entreprises, des nouveaux services, de la formation, des grandes écoles du digital. Mais nous avons aussi, et nous avons choisi d'avoir une stratégie dédiée à l'intelligence artificielle que nous avons co-signée dans le cadre d'une vallée européenne avec nos voisins, en fait tous nos collègues frontaliers. Donc pour les régions françaises, on a choisi de travailler avec les Hauts-de-France. Pour le reste de l'Europe, avec les voisins belges, avec le Luxembourg, avec nos amis de la Sarre, avec la Rhénanie-Palatinat et le Bade-Wurtemberg. Donc nous sommes aujourd'hui, ce collectif-là, parce que c'est effectivement un collectif, a choisi de signer
cet engagement. Nous l'avons engagé il y a maintenant plus de 18 mois, je dirais. C'est la seule initiative à l'échelle européenne d'être dans une vallée de l'intelligence artificielle qui rencontre autant de populations et autant de concentration de compétences. Donc nous, on est toujours très heureux de travailler avec le DFKI qui est dans la SAR, qui est vraiment un outil tout à fait remarquable. On y a associé effectivement l'INRIA, qui est une sorte de cousin côté français, et on cherche les meilleures synergies pour travailler autour de 3 sujets: la santé, l'industrie et la bioéconomie. Voilà, ce sont vraiment les 3 caps sur lesquels on travaille effectivement ensemble sur de la recherche collaborative, mais on peut aussi avoir des startups qui passent d'un côté ou de l'autre de la frontière. Et puis on a aussi des grandes entreprises qu'on a choisi peut-être de parfois regarder à travailler ensemble. On répond à des projets européens ensemble. Encore récemment, on a déposé un IDIH collectivement. Voilà, donc cette idée de vallée européenne de l'intelligence artificielle est tout à fait importante. C'est un pilier dans la stratégie commune de la SAR et de la région Grand Est. Et c'est une des démonstrations extrêmement concrètes que l'on fait pour être au meilleur état de l'art des grands enjeux européens, des grands enjeux face aux GAFAM que nous avons souhaité extrêmement concrètes. Et je tiens à remercier mes homologues de la SAR avec qui il est toujours extrêmement, j'allais dire, simple et agile de travailler, de coopérer malgré nos différences réglementaires. En tout cas, nous arrivons aujourd'hui à poser des jalons qui sont salués à l'échelle européenne. Et moi, je serais ravie que l'on puisse continuer désormais ensemble à apprendre de ce que nous vont nous dire nos voisins un tout petit peu plus éloignés, mais je ne doute pas que nous deviendrions amis et demain partenaires que sont les membres de ce grand pays digital qu'est l'Estonie. Madame Erabé, merci beaucoup et merci surtout d'avoir, je dirais, évoqué toutes les différentes dimensions de notre coopération transfrontalière qui touchent vraiment la vie quotidienne de nos concitoyennes et de nos concitoyens chaque jour, soit-il la formation, la mobilité, vous l'avez évoqué aussi, ou bien la coopération en matière de recherche sur l'intelligence artificielle. Donc ça montre les différences, les différentes dimensions de cette coopération transfrontalière qui nous est si chère. Monsieur l'ambassadeur, c'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir. Je vous passe tout de suite la parole pour partager avec nous les expériences de votre beau pays. Merci beaucoup. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire d'État. De continuer en anglais. Ainsi, j'espère que c'est OK pour tout le monde que je parle en anglais. Donc après, on aura les questions-réponses et nous continuerons vers l'allemand ou vers le français. Donc, merci beaucoup pour l'organisation de cet événement et d'inviter les Estoniens également de pouvoir participer ici aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment une grande frontière et nous sommes tellement heureux d'être ici aujourd'hui et de pouvoir partager cette expérience avec vous aujourd'hui, surtout pendant ce temps du Covid à travers toutes ces frontières. Et je me souviens aussi de notre première réunion l'année dernière à Paris. Et j'étais vraiment impressionnée de la coopération excellente entre ces deux régions, le Grand Est et la Sarre. Et j'ai entendu que c'est vraiment incroyable également l'année dernière. Et surtout, j'étais impressionnée par la coopération transfrontalière et ce partage mutuel, ces pratiques que vous avez mentionnées aujourd'hui, également pendant la crise du Covid. Je me souviens l'année dernière qu'une des raisons de pouvoir concevoir ce genre d'événement pour cette année était d'accepter l'expérience que nous ayons eue en Estonie sur la
sur la collaboration transfrontalière. Et je me souviens que je parlais à cette époque de l'estonien et la coopération estonienne et finlandaise. Et là, nous avons parlé de la sécurité sociale, nous avons parlé des services médicaux, les prescriptions. Et par exemple, la route X, si nous pouvons l'appeler ainsi. Donc, pour cela, je pense que cet événement aujourd'hui est vraiment très valable dans le sens où tous les problèmes, mais aussi toutes les possibilités dont nous faisons face dues au Covid nous montrent la nécessité d'une coopération plus ample et plus forte entre les membres de l'Union européenne, mais également entre les nations. Et là, nous pouvons travailler et réguler le niveau central, mais surtout que ces issues seront implémentées dans les centres des villes. Ainsi, il est très important que nous ayons cette réunion aujourd'hui à ce niveau-là. On m'a demandé de vous parler un peu sur le succès de l'Estonie et du monde estonien, mais j'aimerais encore parler de certaines bases. Donc, tout d'abord, la façon ouverte de percevoir et d'accepter toutes les solutions qui sont offertes à tout le monde. Il y a une infrastructure très forte qui est nécessaire, que Madame la Présidente vient de mentionner, Madame la Vice-présidente Lila Merabé a mentionné sur le Grand Est. Et je pense que le troisième élément qui est très important également, c'est également la confiance, que tout le monde ait confiance au service, mais également la protection des données que vous avez mentionné au départ joue également un grand rôle. C'est-à-dire que si les personnes ne voient pas que les données sont protégées, les gens n'auront pas la confiance. Donc, ceci est également un élément que nous devons clarifier et ceci a été mentionné déjà dès le départ des services électroniques. Ce qui est également important, c'est de construire un service électronique facile à utiliser, mais sécurisé dans le secteur public. Nous avons commencé cela il y a 20 ans. Et si nous regardons les services, eux, ils marchaient en Estonie et ils étaient très vagues. Il y avait une différence très vague entre le secteur privé et le secteur public. Et je pense que ceci est également très important de pouvoir switcher, c'est-à-dire d'avoir ces deux systèmes et de voir de quel secteur cela provient. Un issue qui est inévitable, et je l'ai déjà vu en France, que les personnes y portent une grande importance, c'est la numérisation, l'identification numérique. Donc, si nous ne pouvons pas identifier une personne de façon sûre, sans ceci, vous ne pourront pas transmettre des services sûrs. Nous avons la directive européenne avec l'identité électronique qui était adoptée en 2016 et qui était supposée être implémentée en 2018, il y a 2 ans. Donc, ceci montre que tous les pays avaient reconnu la signature digitale
et la signature numérique et donner la possibilité de s'identifier de façon numérique. Mais nous sommes encore un peu lointains d'avoir la sûreté totale et nous ne vivons pas encore entièrement dans ce monde. Mais je suis contente que la présidentielle allemande également ait pris et la présidentielle française va également prendre la formalisation de la numérisation et de la sûreté. Je pense qu'en France, il y a également beaucoup de questions sur l'identification, de la sécurisation des cartes d'identification ou par d'autres biais qu'il y ait une sécurité technique, ainsi de sécuriser les bases de données, soit par une signature identique ou bien une identité mobile ou une identité smart avec une carte SIM. Cette signature numérique est sécurisée. Je pense que ceci est la base de ce qui doit être introduit dans tous les pays européens. Pour finaliser, j'aimerais mentionner qu'il y ait certains services qui ont été désignés pour nous aider dans les moments de Covid, mais nous donnent également énormément de possibilités. Je suis sûre que mon collègue Sanet Mona est ma collègue Annette Numa est une grande experte pour parler en plus grand détail de ce que nous avons fait dans les derniers 8 mois durant cette pandémie du Covid et comment nous avons travaillé en Estonie et les issues que nous avons eues pendant cette situation du Covid. Ainsi, sur ceci dit, merci beaucoup pour votre attention et pour rendre possible cet événement. Je suis heureux d'assister à une discussion animée et je vous repasse le micro. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. Thank you very much for your... Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour votre magnifique discours. C'était vraiment fascinant d'écouter votre histoire sur l'Estonie et vous avez parlé de tout ce que nous faisons face dans tous ces pays en parlant de l'implémentation de le service dans nos pays. C'est l'habitude pendant une visioconférence, on a toujours un tout petit problème technique. Aujourd'hui, c'est le problème que le chat ne marche pas. Alors, j'ai une petite annonce à faire. Bien sûr, après la présentation de Madame Nouma, c'est possible de poser des questions aussi pour ceux qui nous suivent. Je pense qu'il y a quand même une 60aine de personnes qui nous suivent sur les possibilités techniques. Mais comme le chat ne marche pas, c'est obligatoire de poser vos questions par email. Et l'adresse email que je veux vous donner, c'est l'adresse la suivante, c'est bureau, donc BUERO, @paris.saarland, SAARLAND.de, bureau@paris.saarland.de, bureau@paris.saarland.de. Et le débat aura lieu après le discours et la présentation de Madame Nouma, auf den ich mich sehr freue, sehr geehrte Frau Nouma. Donc, Madame Nouma, j'attends avec impatience votre présentation. Donc, vous participez à cette manifestation à partir de Tallinn. Nous attendons votre présentation avec impatience et vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir permis d'écouter à ces présentations merveilleuses et merci à Monsieur l'ambassadeur
sur les discours de la digitalisation. C'est toujours fantastique de pouvoir donner un discours sur la France et sur l'Allemagne, sur la numérisation. Et je me sens toujours très connectée lorsque je peux donner des notes clés sur la France. Maintenant, nous allons parler du côté du thème, de la thématique. Je vais commencer en parlant de la crise. Et c'est la crise qui nous a apporté ici pour trouver des solutions. Il y a tellement de possibilités lorsque nous parlons des systèmes économiques ou bien le système et le système de la santé, l'éducation et bien sûr, il y a tellement d'autres secteurs dont nous pouvons parler. Ainsi, une des personnes les plus a fait un interview et lorsque la pandémie a commencé, il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'ils auraient bien aimé être plus comme les Estoniens. Et je ne peux que être d'accord avec elles. Et j'espère que ma présentation aujourd'hui va vous apporter quelque chose et va vous faire réaliser pourquoi cet article est très important et je suis très heureuse de pouvoir dire que les Estoniens sont vraiment heureux de pouvoir venir en aide et d'avoir les mêmes services, développer les mêmes services que vous avez. J'espère que cette présentation va vous donner un aperçu sur la possibilité que nous ayons eue en Estonie et comment nous avons pu travailler. Je vais donc partager mon écran avec vous, comme ça vous pourrez voir ma présentation. Ainsi, j'espère que vous pouvez voir mon écran. Donc, sur moi et sur d'où je viens, je m'appelle Annette. Je travaille en tant que conseillère de transformation numérique en Estonie. Et qu'est-ce que nous faisons? Donc, je suis là, j'aide dans le monde entier d'aider les personnes d'avoir les mêmes solutions que nous ayons en Estonie et de les aider dans leur constellation et dans leur processus. Donc en 2019, l'année dernière, nous avons eu plus de 1000 visiteurs en Estonie. Ainsi, nous avons de plus en plus de visiteurs, spécialement maintenant où la crise a commencé. Tout le monde espérer que l'Estonie puisse changer le monde ou que le monde puisse être plus digital, plus numérique, que Estonia pourrait les aider pour devenir plus numérique. Donc, je ne vais pas perdre plus de temps, je vais commencer et je vais partager avec vous mon écran. Mais avant tout, j'aimerais vous parler des indicateurs de la société, de l'information, mais un peu également un aperçu historique pour comment nous avons pris des décisions que nous ayons prises. Je suis sûre que vous connaissez déjà notre historique. Il y a 29 ans, nous avons eu l'indépendance. Ainsi, nous sommes encore un pays un peu adolescent, si je puisse le nommer comme ça. Avant notre indépendance, malgré notre indépendance, nous avons encore beaucoup de problèmes. Nous avons la corruption. Nous avions eu de la chance que nous ayons eu des moyens financiers pour beaucoup de secteurs. Vous pouvez voyager à 15-20 kilomètres et peut-être ne voir personne car nous sommes vraiment décentralisés. Les personnes habitent dans des sites très ruraux. Ainsi, c'est un grand problème dans les secteurs publics, car si nous voulons être dans les services publics pour chacun de nos citoyens, il faut beaucoup d'argent si vous voulez le faire de façon physique, car les distances sont très grandes. Ainsi, ce n'est pas ainsi que nous voulons travailler, car nous n'avons pas assez de moyens financiers pour pouvoir créer des sites plus grands. Ainsi, comme déjà mentionné préalablement, nous avons la corruption, un manque de confiance. Et en pensant au gouvernement,
peut-être nous devons juste prendre des décisions un peu plus risquées et essayer de voir ce que la technologie peut nous apporter. Et déjà en 1994, nous avons envoyé nos premiers. Donc, c'est vraiment la feuille avec les 3 piliers qui montre exactement ce que nous faisons ici. Ainsi, Monsieur l'ambassadeur, merci de nous donner un processus de communication tellement sûr. J'aimerais vraiment vous dire que ces 3 piliers doivent être là, mais vraiment à 100%, si vous voulez avoir la technologie et si vous voulez les utiliser. Aucun de ces piliers n'ont droit de manquer. La confidentialité, l'accessibilité et l'intégrité. Donc, le premier, comme déjà dit, c'est-à-dire pour que les gens puissent s'identifier de façon très sûre, c'est avec une carte d'identification, soit e-identification avec une carte d'identité, mobile carte d'identité, smart identité, résidence, carte de résidence. La France a déjà utilisé ce genre de carte, c'est-à-dire nous n'avons pas besoin de nom d'utilisateur ni de mot de passe parce que souvent les personnes oublient leur mot de passe. Donc nous avons vraiment des codes PIN très sûrs pour que les personnes ont accès au système de façon très sûre. Le deuxième pilier, c'est l'accessibilité, c'est-à-dire que nous avons déjà vu que nos agences aiment que tout soit décentralisé et les institutions publiques et les institutions privées pour qu'ils puissent communiquer ensemble. Et là, ils ont utilisé l'échange des données dont je vais parler sur le prochain slide. Donc, ensuite, nous avons la sécurité qui est le plus important pour nous. Comme déjà dit, nous utilisons l'intelligence artificielle, le blockchain. Nous avons également en Estonie, ce n'est pas suffisant car nous voyons pas tellement de guerres sur le territoire, mais nous voyons des guerres en ligne. Donc, nous avons besoin des cybercommandes, des cyberdéfenses, cyber-aide, donc des entreprises qui vraiment sont là pour nous protéger si vrai, il devrait y avoir un état de guerre. Ensuite, vraiment, bonne nouvelle, si vous voulez savoir ce qui se passe en Estonie, et si quelqu'un devait brûler nos services, est-ce qu'on va tout perdre? Si quelqu'un efface nos données, est-ce qu'on doit tout recommencer de zéro? Non, parce que l'Estonie a également un plan de secours. Et le plan de secours s'appelle ambassade de données, Data Embassy. Et ceci est au Luxembourg. Placé au Luxembourg, nous avons une sauvegarde. Ainsi, si nous avons un problème, nous pouvons avoir notre sauvegarde au Luxembourg et l'Estonie peut continuer à vivre. Ainsi, ceci est notre plan de secours. Ceci est de plus en plus populaire, surtout dans des pays où il y a beaucoup de catastrophes naturelles, ainsi qu'ils aient également un endroit où ils ont leurs données sauvegardées. Bon, comme dit, le système de l'Estonie est vraiment décentralisé et distribué. Ainsi, nous pensons que ce n'est pas sûr d'avoir un serveur par jour. Tout doit être divisé. Ainsi, nous avons nos 1000 différents systèmes. Nous travaillons sur notre ex-road depuis 2001. Et grâce à ce système, chaque institution qui veut travailler sur le marché estonien doit faire part au système pour que tout le monde puisse accéder aux données du système. Ensuite, il leur faut toutes les régulations, tous les règlements et ils doivent signer des contrats pour avoir le droit d'échanger les informations.
En Estonie, il n'y a personne qui va accéder à toute mon information. Là, sur la droite, vous voyez la banque. Est-ce que vous croyez que quelqu'un de la banque a besoin de savoir quand est-ce que moi, j'avais mal à la tête la dernière fois ou si j'avais un test de corona positif? Non, ils n'ont pas besoin d'avoir cette information. Ainsi, personne du secteur bancaire va avoir accès à mes dossiers médicaux. Seulement la documentation nécessaire qu'ils ont besoin pour me permettre d'utiliser leur service. Ce sont des documents et des notions très limitées sur ma personne. Ainsi, une partie de mon information est enregistrée en Estonie pour avoir une meilleure compréhension. C'est-à-dire que moi, il n'y a seulement une institution qui sait où j'habite. Et si demain je change d'appartement, je ne dois pas envoyer des courriers partout dans différentes industries pour dire j'ai changé d'appartement. Non, je vais uniquement donner cette information dans le registre de la population. Pourquoi c'est important? Parce que la protection des données est importante et ainsi mon adresse est uniquement dans le registre de la population. Ainsi, ça divise le risque et voilà ce que nous voulons promouvoir. Et à chaque fois que les registres différents échangent l'information et que l'information est est secrète. J'ai un tracker de données où je peux voir quand est-ce que je vois quoi, quelle partie de mon information a été échangée avec différentes plateformes. Et le contrôle de l'information est dans les mains des citoyens et non pas à l'envers, car le gouvernement aide à contrôler mon information, mais ils n'ont pas mon information dans leurs mains. Et voilà ce que nous devons comprendre, car nous savons l'importance de la protection des données et pour l'Allemagne, mais également pour la France. Ceci est quelque chose dont nos citoyens vraiment se font des soucis et là, je peux les rassurer. Nous avions eu l'année dernière différents services. 97% des cas de transactions ont été faites par des ordinateurs. Il n'y avait pas de personnes humaines derrière qui échangeaient mon information. C'était tout de façon automatique. C'est très bien fait. C'est juste en utilisant la plateforme de X-Road, l'Estonie a pu économiser 3000 heures de travail, 3 millions d'heures de travail par an. Et ainsi, pour faire 1,3 milliard de transactions par an. Mais nous ne sommes pas les seuls qui ont réalisé ce système et qui disent que ce système doit être utilisé dans votre État membre. Mais je suis plus heureuse de vous raconter que l'intérêt de l'Allemagne est en croissance et il y a une partie de la France qui va utiliser X-Road dans quelques mois. Mais je n'ai pas le droit de vous dire quelle région de la France est concernée. Mais ils ont commencé une coopération avec une de nos entreprises et ceci va c'est une superbe nouvelle. Et ce que j'aimerais encore vous dire pour les États membres, les plus grands États membres, vous êtes 50 fois plus grands que l'Estonie et de toujours commencer avec des régions spécifiques. Et pourquoi pas cette région-ci, celle qui va utiliser X-Road, car nous ne pouvons pas commencer partout en même temps. Mais ceci est un bon exemple et c'est pour le reste de l'Allemagne, pour le reste de la France. Et je pense que une fois de plus, il faut prendre des décisions, il faut faire des tests, essayer et ensuite toute la France ou toute l'Allemagne va parler de votre région. Et cette solution a déjà été implémentée en Finlande, en Islande, dans les îles Faroé, en Ukraine, en Namibie. Et je serais heureuse d'ajouter l'Allemagne et la France dans ma liste. Et pour en venir ici, avant d'en venir au service, j'aimerais parler des aspects de la sécurité cybernautique qui est encore une de nos plus grands challenges de vraiment protéger et de protéger contre les cyberattaques. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu, mais en 2007, l'Estonie avait vraiment
eu la grande attaque cyber contre l'État de la nation et je suis heureuse de pouvoir dire que nous avons pu les combattre, car si nous comparons un système qui est dans une base de données et un autre système qui est un système estonien qui est divisé, c'est totalement insuffisant. Quel système aimeriez-vous utiliser? Donc, clairement, c'était un temps très, très difficile. Et la seule introduction qu'ils ont pu interrompre, ils ont pu intervenir, c'est dans une de nos banques. Ils sont rentrés dans une de nos banques, mais c'est tout. Mais ils n'ont rien pris. Il y a beaucoup de fake news sur cet État. Ce que vous pouvez lire là-dessus, sur cette attaque cybernétique, qu'ils avaient tellement de succès, mais c'est pas vrai. Mais c'était une bonne leçon quand même pour tout le monde ici, car nous avons réalisé que la sécurité, c'est vraiment ce qui est le plus important et d'avoir un plan, d'avoir des données dans un autre État membre, au Luxembourg, par exemple, ce que nous avons, et c'est la premier endroit pour nos données de l'ambassade. Et après cette cyberattaque, nous avons également placé notre système NATO CCDCOE en Estonie, à Tallinn, de façon physique, et nous travaillons ensemble pour être sûr que tous les États membres soient sécurisés. L'Union européenne est connue comme EULISA. Je pense que vous la connaissez également. C'est également situé ici à Tallinn. Et depuis le 1er janvier 2020, l'Estonie est également font partie du Conseil de sécurité cybernétique. Nous avons notre présidentielle. Et pour la première fois dans l'histoire, des aspects de sécurité cybernétique ont été parlés dans le Conseil de sécurité. Et là, je suis vraiment très fière car nous parlons de l'an 2020. Et quelle est notre proposition ici? De prendre tout ce qui est les attaques cybernétiques, elles sont prises au sérieux comme chaque crime, car il a un plus grand impact que les autres crimes. Pour avoir un cadre commun pour que chaque État membre puisse également aider et fortifier de se combattre contre la cybercriminalité et d'investir de l'argent également dans notre site cybernétique pour continuer à sécuriser ce secteur. Et maintenant, pour en venir à quelques exemples de différents thèmes, je pense que le côté de la santé, c'est un des plus grands. Et je suis heureuse de vous dire que 99% de notre système de santé et de nos données sont sauvegardées en ligne depuis 2007. Ça fait déjà, il y a longtemps, ça fait déjà 13 ans que nous avons tous nos records médicaux en ligne et nous avons accès à toutes nos prescriptions en ligne également de façon numérique. Et le paiement électronique est également 100% en ligne. Du côté des prescriptions médicales, j'ai ma carte d'identité. À l'arrière, j'ai un petit chip. Et lorsque je vais en pharmacie, je donne cela. Et déjà, la personne qui travaille en pharmacie pourra me dire quelle médecine est conçue pour ma personne. Ainsi, je pouvais éviter d'aller dans les hôpitaux parce qu'ils pouvaient juste téléphoner ou envoyer un email à leur médecin de famille pour avoir ces prescriptions à la maison et ne devaient pas aller à l'hôpital lors du Covid. Lorsque vous avez parlé de la coopération transfrontalière, je suis heureuse que vous ayez eu vraiment une coopération très forte. Et moi, maintenant, j'ai accès à mes prescriptions médicales grâce à cette carte estonienne en Finlande, mais également en Croatie et également au Portugal. Ainsi, dans ces pays, je peux déjà utiliser, en utilisant cette carte, je peux avoir accès à mes médicaments. Et j'espère que vous serez tous d'accord que ça, c'est vraiment la carte la plus urgente que nous avons besoin dans la carte européenne, car je pense que ça ne sert à rien si nos données ne sont pas transfrontalières. Il faut vraiment
si je veux aller dans un autre pays, j'aimerais qu'ils connaissent mes données médicales. Il faut qu'on commence à travailler là-dessus. Car maintenant, si je vais dans un autre pays, ils ne savent rien sur mon dossier médical. Donc, il va falloir que nous fassions des échanges au niveau transfrontalier. Et nous, dans ce secteur électronique, c'est sécurisé par le blockchain. Et là également, nous avons la consultation médicale à travers des vidéos. Ensuite, pour en venir au prochain slide de la santé électronique, nous devons faire confiance que nos médecins, et nous savons que nos médecins ont beaucoup de travail. Ainsi, nous recevons tellement d'appels, tellement de messages, et tout le monde veut commencer à prendre leur congé de maladie parce qu'ils doivent rester à la maison à cause des enfants, etc. Ou bien ils sont malades eux-mêmes. Alors, nous avons créé encore une application ici dans notre système, dans notre plateforme de santé, pour que chaque personne ait également la possibilité d'ouvrir ceci du côté du médecin. Mais aussi, j'ai créé un test Corona pour une plateforme pour acheter de la technologie d'intelligence artificielle pour chaque personne peut décider ce qu'il veut faire et ce qui seraient les bons pas pour cela. Ensuite, nous avons également notre application qui est utilisée dans beaucoup d'États. Nous utilisons cette application pour que ce soit décentralisé. Il n'y a pas de centrale gouvernementale qui détermine cela. Tout ça est centralisé en ECD sur des modèles APP et il n'y a pas d'information qui est collectionnée par des noms, mais par des codes codifiés, encodés. Ainsi, nous avons également le traceur des données qui peut tracer si les médecins ou si quelqu'un de l'hôpital a regardé mes records médicaux et pour avoir que ce soit transparent pour les médecins également, car nous devons être nous devons être honnêtes que les médecins ont beaucoup d'informations sur les individus. Un autre thème dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est également le côté de l'éducation. Je pense qu'on peut vraiment clairement dire que nous avons les enfants les plus intelligents de l'Union européenne à travers différents tests. Et nous avons investi énormément d'argent dans ce secteur, spécialement quand nous parlons de l'utilisation. J'aime bien dire une phrase. Peu importe quel problème les enfants ont, l'éducation peut résoudre tous les problèmes de façon plus simple. Et ça, je peux vraiment le dire. Ceci, nous l'avons vu en Estonie. Ainsi, nous avons déjà vu l'éducation d'un très jeune âge et ils peuvent déjà avoir des cours dès le plus jeune âge. Et en Estonie, depuis 2016, nous avons commencé à numériser tout notre matériel scolaire. Et pourquoi ceci est nécessaire? C'est parce que nous aimerions que nos élèves aient du connaissance dans leur tête et non pas des livres qui pèsent énormément, car nous avons trop de livres que nous devons porter et l'information est en ligne de nos jours. Ainsi, c'est plus simple que tout le monde ait l'information en ligne et non pas dans les livres. Nous avons également déjà plus de 14 ans de système scolaire pour que les écoles pour que les élèves travaillent à distance et d'organiser des classes, mais tout le matériel était déjà en ligne et ça a été le cas depuis les dernières 14 années. Ainsi, en ayant ce système de gestion scolaire, nous avons calculé que grâce à ce système de gestion scolaire, nous avons pu économiser 45 minutes aux professeurs, parce qu'ils ont toute la formation en ligne entre les élèves et les profs et tout le matériel est transparent et clair. Le système a également été réduit dans les derniers 5 ans en ayant des classes de réduction de 20%, ce qui est énormément. Ceci est possible car, par exemple, votre élève
élèves, s'ils n'étaient pas à l'école, vous pouvez avoir un aperçu de ce que du cursus des élèves, également des notes scolaires de l'élève. Et vous pouvez également voir les documents que vos enfants ont besoin lorsqu'ils n'ont pas été à l'école. Et ceci a facilité toute la relation entre les parents, les professeurs et le matériel plus intense et bien plus efficace de tellement de façons. Et pour en parler des plans futurs, beaucoup d'entre vous pourront penser, si tout fonctionne en ligne, ça serait suffisant, non? Alors, vous devrez arrêter de travailler. Vous pouvez aller en vacances et vous pouvez faire des vacances. Car la technologie est dans un processus de changement et nous devons continuer dans ce processus qui est à l'avance. Et d'avoir certains exemples ici. Ainsi, lorsqu'un bébé est né à l'hôpital en Estonie, il faut d'abord que ces enfants aient un code d'identification et lorsque le docteur a une minute, ça peut arriver en ligne, alors les parents sont officiellement enregistrés pour être des parents et de façon automatique dans le système de l'État. Il envoie aux parents un mail en disant « Ah, vous avez eu un bébé, ainsi vous avez droit aux bénéfices familial. Quelle carte aimeriez-vous utiliser pour accéder au financement ?» Ainsi, les parents n'ont même pas besoin de penser au financement familial. C'est-à-dire, vous pouvez recevoir ce courriel en pleine nuit où l'État vous dit « Ah, on peut maintenant vous donner des prestations familiales grâce à cette carte. » Et il y a peut-être des personnes qui ne sont même pas au courant des bénéfices familiales dont ils pourraient avoir le plaisir de percevoir. Si un bébé est enregistré par son nom en ligne, le système à la fin de l'année va pouvoir poser aux parents des questions. Dans 6 ou 7 années, votre enfant doit aller à l'école. Ainsi, ici, il y a une liste de 3 écoles. Quelle école aimeriez-vous sélectionner pour votre enfant? Et vos municipalités, et les ministres, quels connaîtront ces informations? Ils savent exactement combien de professeurs, combien de classes et combien d'élèves il y a par école. Et là, on peut déjà prendre des décisions dans notre système du ministère en sachant où il y a des lacunes, où il n'y a pas assez de professeurs. Et donc, dans 6 ans, nous pourrons répartir nos professeurs de façon plus efficace. Nous pouvons prendre des décisions selon les données que nous avons pour travailler de façon proactive. Et ceci fonctionne également pour les pensions, les retraites. Pour les retraites, les personnes qui vont avoir 65 ans, ils auront accès à leur retraite. Ils peuvent décider d'avoir leur argent ou alors de continuer à travailler. Un autre système important, c'est l'intelligence artificielle. Ainsi, nous allons avoir 50 systèmes publics d'intelligence artificielle. Je pense que nous avons déjà eu 45% depuis 2020 et nous avons encore pas mal pour l'avenir, pour être bien plus efficace dans tous les secteurs. Nous allons continuer à travailler de façon transfrontalière. Ainsi, je suis toujours très heureuse de pouvoir parler avec des personnes d'autres pays parce que je vois qu'ils seront très heureux d'avoir ce genre de solution. Je vois énormément de potentiel pour pouvoir travailler ensemble et pouvoir commencer
échanger des informations avec le système X-Road à travers l'Allemagne, l'Estonie et la France. L'autre aspect sur lequel nous travaillons dans notre système, c'est la médecine personnalisée, car nous sommes déjà en train de collectionner 20% de données de nos citoyens et de génétique. Et ces tests génétiques ont déjà été pris par 20% de la population pour être analysés pour voir les maladies dont les personnes souffrent. Et là, nous savons que 50% de nos maladies sont dues à nos gènes et il y a également un pourcentage qui est dû à notre environnement. Ainsi, nous pouvons mieux comprendre notre état médical. La technologie est là pour nous aider, pour prendre des bonnes décisions et avoir utilisé l'argent pour être plus heureux et en meilleure santé. Maintenant, nous pouvons voir les bénéfices clés et pour économiser les frais et le temps, devenir plus transparent, plus efficace et d'avoir un meilleur aperçu sur les budgets pour les agences des gouvernements, les municipalités, pour avoir un meilleur aperçu sur les budgets. Ainsi, nous pouvons prendre des décisions plus intelligentes basées sur nos données, sur les décisions qui viennent de l'air sans basées sur les actions, les données que nous avons. Et le dernier slide que j'ai ici à vous présenter, c'est les leçons que nous avons apprises. Pourquoi est-ce que nous partageons nos histoires? Parce que nous voulons être sûrs que tous d'entre vous évitent de faire les mêmes erreurs que nous ayons fait. Ainsi, je suis heureuse de vous raconter, de vous parler des leçons que nous ayons apprises. La première chose, c'est avant de commencer à créer une sorte de service, veuillez toujours penser qu'il y a un principe qui doit être là. Et ce principe s'appelle KIST. Ça veut dire garder le simple et court, keep it short and simple. Il y a tellement de groupes d'âge différents, de 15 ans, de 85 ans, et ils ont vraiment une connaissance numérique très différente, très divergente. Et il est important que chacun de vos citoyens ait accès et comprenne, et ainsi, il faut toujours rester simple et concis. Et la transparence est également très importante. Avant de créer toutes sortes de services, il est toujours important d'éduquer les personnes, qu'ils comprennent comment ça fonctionne, comment les données doivent être sauvegardées. C'est la seule façon de pouvoir avancer d'être transparent. C'est l'élément clé. Ensuite, ce qui est encore lié au premier, c'est le design des services sont également importants pour faire des services en ligne de plus en plus souvent. La dernière leçon que j'ai apprise, c'est la leçon la plus que je préfère et j'aimerais que vous la gardez bien dans vos connaissances. C'est la seule façon, car nous avons travaillé tellement proche avec le secteur privé. Nous n'avons rien fait tout seul. Tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, tout ce qui a été implémenté a été développé grâce à nos entreprises publiques et privées, nos partenariats. Donc, c'est grâce aux partenariats publics et privés. Donc, si vous voulez faire de la magie, vraiment des miracles, alors j'aimerais que vous travailliez avec le secteur privé et 100% toujours inclure Academia et les systèmes de recherche SMART pour les processus, car c'est comme ça où vous pouvez réaliser cela. Et je suis encore plus heureuse de vous dire, si vous avez besoin de l'aide des entreprises estoniennes, nous sommes à votre disposition et nous disons que 80% du pouvoir des succès est basé sur la prise de décision et seulement un petit pourcentage est basé sur la technologie. Donc, on peut dire la technologie est partout pareil, mais notre entreprise qui a la même technologie comme toutes les autres a l'expérience d'avoir plus de 20 ans et ceci est pourquoi nous sommes heureux de vous recommander de travailler avec nos entreprises. Et comme nous voyons aujourd'hui, il y a tellement d'entreprises estoniennes qui sont déjà en train d'introduire, par exemple, une de nos entreprises a introduit également les e-prescriptions.
dans une partie de l'Allemagne, c'est-à-dire qu'il y a une coopération très proche également avec eux. Voici de ma part, encore rapidement, c'était un aperçu rapide en 45 minutes sur l'Estonie et j'espère que maintenant vous comprenez un peu et j'espère que ça vous a plu et que j'espère que le modèle estonien est un peu plus clair pour vous maintenant. Donc, merci. Thank you so much, Annette. That was really fascinating. Merci Annette, c'était vraiment fascinant d'entendre de vos histoires de succès d'Estonie et de nous montrer une fois de plus combien vous êtes à l'avance par rapport à nous dans l'administration publique, mais également dans d'autres secteurs. Ainsi, nous avons déjà des questions dans notre courriel, dans notre mail. De passer le temps ensemble jusqu'à 19h30, donc ça fait encore 8 minutes pour le débat, mais je dirais qu'on va prolonger un tout petit peu pour permettre à répondre à toutes les questions. Je voudrais tout d'abord ouvrir la possibilité aux intervenants de poser leurs questions maintenant et après, j'ai déjà 3 ou 4 questions qui sont arrivées par email et je vais les poser à la place de ceux qui m'ont écrit. Alors, qui a des questions du côté de nos intervenants? Madame Herabé. Oui, alors merci d'abord de cette présentation, elle est très intéressante. Je pense qu'on va rester en contact direct, donc je vais juste dire que je passe mon tour pour les questions pour qu'on puisse se parler directement et laisser la place aux internautes qui nous regardent pour poser leurs questions plus directement, qui n'auront peut-être pas la chance d'un échange plus direct. Voilà. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez poser juste maintenant? Ça, c'est pas très encourageant pour ceux qui veulent encore poser des questions, mais vous avez complètement raison, Lila, de passer la parole à ceux qui n'ont pas la possibilité d'échanger après. Donc, je vais vous lire les questions qui ont été posées par email. C'était tout d'abord une question de Édouard Jacques. Il faut que je les trouve sur l'autre écran. Édouard Jacques, qui a demandé… Il est conseiller régional à la région Grand Est. Voilà, merci. Il a demandé, est-ce que la taille des collectivités ou une certaine taille est déterminante pour à la fois disposer de l'ingénierie nécessaire à la numérisation et des moyens financiers suffisants pour mettre en œuvre cette stratégie digitale? Quel est l'idéal dans ce domaine? Ça, c'est la question d'Édouard Jacques, qui est conseiller régional délégué aux travailleurs frontaliers et vice-président de la commission aménagement du territoire. Je pense que c'est une question pour Madame Numa. Can you repeat a little bit, like from the question side? Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît? C'était très rapide. Où une certaine taille est déterminante pour à la fois disposer de l'ingénierie nécessaire à la numérisation et des moyens financiers suffisants pour mettre en œuvre cette stratégie digitale. Quel est l'idéal dans ce domaine? Donc, what's the ideal size of collective? Mais il y avait une traduction, non? Okay, I hope I got it right now as well here. J'espère que j'ai bien compris. Donc, si vous avez pensé les frais, etc., alors je dirais qu'il y a tellement de possibilités, comme nous avons vu des exemples de différents pays, c'est que et ce n'est jamais les financements, c'est pas les frais, car il y a tellement de projets qui peuvent aider, venir en aide, et tout ce support du côté européen. Ainsi, je ne dirais pas que le financement serait un grand problème. Ce n'est pas si essentiel. Ok, merci beaucoup. Il faut toujours juste regarder un peu sur l'autre écran pour vraiment réussir à trouver toutes les questions qui ont été posées.
Alors, il y a une autre question, c'est le rôle de la digitalisation pour le travail des universités. Donc, est-ce qu'il y a encore des cours, par exemple, en présence aussi en ce moment, ou est-ce que aussi les universités en Estonie ont changé déjà dans les années avant pour faire implémenter les cours digitales? Ainsi, ça dépend énormément des universités. Il y a certaines universités qui sont encore présentielles, car nous avons des petites villes où les universités, il n'y a pas tellement de cas de COVID, donc ils opèrent de façon normale. Mais à Tallinn, dans notre ville principale, il y a beaucoup plus de nombres positifs. Ainsi, il y a également beaucoup d'universités qui travaillent en ligne, mais je dirais que avec la crise maintenant, il y a beaucoup d'aspects qui ont changé. Nous n'allons pas retourner à la normalité antérieure. Nous allons avoir la nouvelle réalité qui a été créée et ainsi, dans un futur, je suis certaine que certains des profs vont rester en ligne. Ainsi, je pense qu'il y a également une possibilité d'être en ligne, d'être soit de façon physique à un endroit ou bien d'être en ligne. Je pense que c'est pas seulement mauvais cette crise, ça a changé également tellement de façon de penser ancienne. Et les universités ont déjà travaillé en ligne depuis de nombreuses années. Et ainsi, ce n'était rien de nouveau. La seule chose qu'ils ont dû commencer, c'était d'organiser des appels par Zoom qui commençaient de façon très rapide. Et il n'y avait pas vraiment de grands problèmes, mais ce n'était pas régulé par le ministère. Ainsi, ce qu'il y a eu de façon physique et le système devrait, c'est pas que tout le système devrait aller dans le système d'apprentissage à distance, mais il y a maintenant cette option. Il y a une autre question sur la possibilité de devenir résident en Estonie, car vous avez parlé qu'il y a la possibilité de devenir résident et d'avoir une entreprise en Estonie sans y avoir ni jamais mis les pieds. Est-ce que vous pouvez parler de cette économique? Qu'est-ce que ça a rapporté dans votre pays? Oui, ceci est vrai. Vous pouvez ouvrir votre entreprise sans jamais mettre les pieds en Estonie et on serait heureux de vous accueillir. Vous pouvez en ligne, vous pouvez nous voulons uniquement savoir que vous ne soyez pas des criminels et si tout est bon, vous avez une carte de résident à l'ambassade estonienne et vous l'envoyez à l'ambassade de Paris ou de Berlin, peu importe. Vous pouvez laisser vos empreintes digitales et ainsi vous aurez accès à la carte et vous pouvez ouvrir une entreprise sans jamais mettre les pieds en Estonie. Vous pouvez vous enregistrer tout en ligne. Tout va continuer en ligne et je sais de la France et de Pas-de-Calais qu'il y avait 4000 personnes qui déjà ont cette carte et il y a même plus, 4,5 millions de personnes d'Allemagne ont également des cartes de résidents et il y a plus de 10 000 entreprises qui ont été établies avec cette solution. Donc, le système économique a été vraiment 30 000 euros que ça nous a rapporté. C'est vraiment une somme d'argent pour un petit État. Et pourquoi est-ce que nous avons encore, vous voyez encore beaucoup de personnes qui viennent d'Allemagne et de la France? C'est parce que nous avons bien posé des questions, les raisons pour lesquelles les personnes choisissent ces solutions. Et en général, ils disent que ça met trop de temps dans leur propre pays de créer une entreprise. Et je sais également que vous avez également des réquisites d'avoir une certaine somme d'argent pour pouvoir créer une entreprise. Et nous, on a dit c'est zéro. Vous pouvez commencer à zéro et ça a attiré énormément de personnes d'initier leurs entreprises ici avec la solution résident.
Et nous sommes heureux d'introduire cette solution de résident d'internaute. Et si vous êtes encore en train de payer des impôts en Allemagne et en France, donc nous ne prenons pas l'argent des impôts, ne vous inquiétez pas. Un membre du Parlement allemand qui représente la SAR à Berlin, Markus Uhl, qui est e-resident of Estonia, parce qu'il était en Estonie, je pense, avec la Konrad Adenauer Stiftung, dans le cadre d'un échange avec la compagnie Nortal. Et lui, il a appliqué pour cette e-residency et il l'est encore. Mais il n'a pas encore ouvert sa boîte à Tallinn. Donc, il faudra le faire encore. Dernière question, bien, non, une question de Saarbrück en allemand. Il faut ouvrir l'écran. C'est une question sur la cybersécurité. Il faut que je cherche. Voilà. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass il y a quelques semaines, on a appris qu'en Finlande, des documents électroniques de patients, de psychothérapeutes ont disparu. Donc, vous avez parlé de l'échange de données médicales. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la sécurité transfrontalière de ce transfert de données? Ainsi, nous avons distribué cette responsabilité car nous pensons que cela est très important. Il ne devrait pas y avoir un seul institut qui devrait être responsable pour toutes les attaques qui arrivent dans un État. Donc, il y a une coopération très forte, mais chaque institution est bien sûr responsable pour son propre institut et nous avons une autorité des informations de l'État qui s'occupe de ce genre d'attaque. Nous avons ici également de l'aide des secteurs médicaux, des hôpitaux, et dès que l'État voit qu'il y a des problèmes, ils doivent rapporter du côté de l'institution et aideront ainsi à créer ceci. J'ai entendu ce cas en Finlande et j'étais vraiment inquiet de ce qui se passe car c'est vraiment des informations très drastiques. Mais dans le système blockchain, nous avons également l'encodage et là, c'est vraiment très, très important. Car il faut vraiment avoir deux différents encodages avec un blockchain en arrière-plan. Donc, je pense que c'est plus difficile, mais pour l'autorité des informations et la responsabilité pour aider que chaque institution devrait également investir de l'argent pour être sûr que ceci peut être également fait de façon interne. Merci beaucoup, Madame Nouma. Il y a encore une dernière question, c'est un peu les questions pour un champion ici. Et c'est la question, quel conseil donnerez-vous à la SAR ou à la région Grand Est pour vraiment réussir comme l'Estonie dans ce domaine de la digitalisation? Je m'en suis sûr que M. Alcázar est très attentif là-dessus. If I could say, Donc, si je pouvais dire juste une ou deux phrases, c'est d'essayer d'être le plus courageux possible dans vos décisions et d'essayer de trouver des preneurs de décision qui aimeraient vraiment mener le projet. Car si vous avez un meneur très fort, il n'y a rien qui pourrait vous arrêter. Et comme déjà dit, soyez un bon exemple pour chaque pays. Et pourquoi ne pas commencer dans votre région? Et si vous avez du succès, alors pourquoi ne pas continuer le travail que vous avez initié et de travailler de façon très proche dans le secteur privé? Et comme déjà dit, je suis sûre que vous trouverez des personnes, des universités et des grands innovateurs et des personnes vraiment très intelligentes qui pourront vous aider. Car j'ai toujours dit à des politiciens, ne prenez pas des décisions tout seul, toujours demandez ces personnes qui ont l'expertise dans tous les secteurs. Et c'est là où les meilleures décisions peuvent être prises. Une autre chose ici, n'ayez pas peur de faire des erreurs.
ayez peur de ne pas apprendre de vos erreurs, car nous disons toujours de notre ancien président, Thomas Guillen, l'Estonie était comme un start-up et c'est pour ça que nous avons du succès, car si nous allons faire une erreur, nous allons faire quelque chose de mieux, nous allons créer quelque chose de mieux demain. Ainsi, n'ayez pas peur de commettre des erreurs, soyez courageux avec vos décisions. Merci beaucoup pour ces mots. Cet dernier appel encourageant pour nous tous de continuer sur ce chemin dont l'Estonie vraiment est le modèle en Europe. Merci beaucoup. Maintenant, je n'ai plus de questions qui m'ont été posées par Internet. Et s'il n'y a pas, Monsieur l'ambassadeur, Madame la vice-présidente, sehr geehrter Herr Bevollmächtigter, s'il n'y a pas d'autres questions du côté de nos intervenants, je voudrais bien conclure notre événement de ce soir en revenant sur l'idée de cet apéro savoir qui normalement finit avec la phrase que je vous invite à prendre un verre avec nous. Malheureusement, c'est pas possible ce soir. On n'est pas tous à Paris, on n'est pas rassemblés autour d'un apéritif, mais c'est vrai, on n'a pas encore arrivé à dématérialiser les bouteilles, surtout pas celles où il y a du vin là-dedans, mais le vin, donc l'apéritif en quelque sorte, est déjà en route pour aller chez vous, pour venir chez vous, parce qu'on n'est jamais chez nous, dans notre région, dans notre bureau commun de la Sarre et de la région Grand Est, sans enfin avoir un tout petit cadeau de notre côté, du vin blanc de notre région commune. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus. Merci surtout à nos intervenants. Et j'espère que nous allons, comme Madame Merabel a dit, rester en contact. J'espère que bientôt, nous aurons la possibilité de nous rencontrer physiquement à Tallinn, à Berlin ou à Paris. Et jusqu'à ce jour, espérons pas trop loin, je vous en prie de rester en contact avec nous. Le bureau de la Sarre est toujours là pour vous, pour des coopérations aussi avec des ambassades, surtout avec l'ambassade, bien sûr, monsieur l'ambassadeur de l'Estonie. Et je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une excellente soirée, restez en bonne santé et à très bientôt.